Un partenariat MGEN, Maïf, Prévention Maïf, Mutualité française, sur un projet mobilité senior pour nos sociétaires vieillissants repérés dans le cadre de l'observation de la sinistralité. Un accompagnement médical autour d'un gérontologue, autour d'un kiné, autour d'ateliers visuels, d'ateliers auditifs, et puis bien évidemment un partenariat avec une auto-école pour faire une révision à la conduite avec un débriefing derrière, et puis des ateliers avec Prévention Maïf pour la révision du code de la route. Moi, j'ai envie de vous dire qu'un partenariat MGEN-Maïf, il n'y a rien de plus naturel. Ça tombe sous le sens, ça coule de source. Nos adhérents pour l'une, nos sociétaires pour l'autre sont les mêmes. Et on partage une même problématique qu'on partage avec toute la société, c'est qu'ils vieillissent. Et c'est vraiment cette problématique qui nous a rapprochés, là pour le coup, dans cette opération mobilité senior, puisqu'il était question de sensibiliser des personnes à tout ce qui influe négativement sur leur santé, et donc, j'allais dire indirectement, mais c'est pas vrai, directement sur leur état quand ils sont conducteurs. Il n'y a pas de raison de se poser cette question jusqu'à effectivement un certain âge, on va dire au moins jusqu'à l'âge de la retraite, parce qu'en général, on a l'habitude de conduire. Mais les habitudes, en la matière, et contrairement à ce que disait Simone de Beauvoir, les habitudes ne sont pas toujours bonnes. Il faut pouvoir s'en séparer. Parce qu'il existe un certain nombre de conditions de vulnérabilité qui sont liées au vieillissement, qui doivent se faire poser la question de savoir si on est toujours en capacité maximale de pouvoir conduire en sécurité pour soi-même et en sécurité pour les autres. Il est rare, c'est pas exceptionnel, mais il est rare qu'à partir d'un certain âge, nous n'ayons pas des affections qui nous rendent vulnérables. D'abord, la dégénérescence normale liée au vieillissement. Et puis on peut être porteur de pathologies. Et ces pathologies, qui sont des pathologies chroniques, sont effectivement des questions qui viennent à l'esprit lorsqu'on envisage la poursuite de la conduite. Pourquoi? Parce que ces pathologies appellent à des prises médicamenteuses. Je pense à l'hypertension artérielle, je pense au diabète, je pense au rhumatisme et aux douleurs chroniques, bref, tout ce qui invite à prendre des médicaments régulièrement dont on sait, pour beaucoup, qu'ils ont un rôle sédatif et qu'ils peuvent entraîner un peu de somnolence ou une diminution des réflexes. Sans compter la méchante habitude que beaucoup d'entre nous avons de s'automédiquer, c'est-à-dire de prendre des médicaments, et j'allais dire de confort, mais qu'on estime nécessaires, et qui vont avoir exactement le même effet, mais qui vont se rajouter à d'autres. Ces vulnérabilités-là, il faut savoir les prendre en compte, savoir que notre vue va baisser, nos réflexes vont diminuer, que nous entendrons moins bien en vieillissant, que nous serons moins souples, du coup moins attentifs, qu'on aura des troubles de la mémoire. Et tout ceci peut effectivement avoir un impact extrêmement négatif sur la conduite. Alors, est-ce que ça doit empêcher de conduire? Au premier niveau, la réponse est non. Est-ce que ça doit poser la question de savoir si on en parle avec son médecin? Et la réponse est oui. Sans compter que peut-être il y a longtemps qu'on n'a pas fait attention aux nouveaux éléments du code de la route, aux nouveaux panneaux de signalisation, aux modifications des panneaux de vitesse, aux modifications des trajets. Je veux dire que vivre sur des habitudes en disant j'ai l'habitude de faire ce petit voyage de quelques kilomètres pour aller chez le boulanger ou chez le coiffeur ou chez le pharmacien n'est pas une bonne réponse. Les conditions peuvent avoir changé
Et il faut savoir les envisager et en disant est-ce que je suis toujours dans la même habileté, dans la même compétence? Et sinon, quelles sont les bonnes conditions à réunir pour continuer à conduire en sécurité? La bonne question, c'est est-ce que j'ai encore besoin de conduire? Si j'en ai vraiment besoin, à quelles conditions je dois satisfaire pour être en sécurité? Et si j'en ai vraiment pas besoin, alors je vais pouvoir utiliser tous les services que la communauté peut me rendre. Il faut être en mesure de se placer devant le regard d'un professionnel qui va vous montrer par exemple que votre champ visuel est rétréci, qui va vous montrer que vous êtes ébloui par les phares de la voiture qui viennent d'en face et que votre temps d'éblouissement est très long alors que vous pensez l'avoir récupéré. Qu'au bout de quelques minutes de conduire, vous avez des risques forts de vous endormir. Autant de choses qui ne sont pas ressenties objectivement, mais qui sont objectivement mises en valeur par un professionnel de santé. Je crois qu'une des bonnes façons de réagir, c'est celle-là. Oui, je me sens capable, mais est-ce que je suis capable? Et pour avoir cette réponse, il faut voir avec les professionnels. Il faut écouter l'entourage, parce que souvent les enfants vous disent « Papa, maman, objectivement, je trouvais que ta conduite était un peu brusque, un peu heurtée. Il me semble que tu as vu l'obstacle à la dernière minute. Est-ce que ça c'est toujours très raisonnable de conduire ?» Alors évidemment, la réponse première c'est « Oh oui, oui, ne t'inquiète pas, je me sens bien ». Mais ça devrait interroger, parce que quand ceux qui vous aiment vous disent que votre conduite leur pose interrogation, il faut peut-être aller consulter. Pas grand monde n'a le réflexe en France de faire un test audio pour voir un petit peu où on en est. C'est une perte un peu insidieuse, on ne se rend pas compte. Et l'audio sert aussi bien à la conduite, mais surtout à la sociabilisation. Les gens qui perdent les capacités auditives, finalement, s'enferment sur elles-mêmes, perdent la sociabilisation, perdent aussi du coup l'accessibilité à l'information, aux médecins, et finalement se dirigent sur un profil de vie qui va être assez compliqué à gérer. C'est une très bonne chose parce que c'est très souvent une question qui revient à l'ordre du jour. Les seniors doivent-ils se recycler ? Se recycler au niveau de l'apprentissage, déjà au niveau code de la route et au niveau aussi de leurs facultés. Et c'est vrai qu'on en parle au plan national, c'est vrai que c'est pas faire offense aux seniors que vraiment se préoccuper de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour être dans la circulation. On ne peut pas faire un test complet parce qu'un vrai test audiogramme complet se passe en cabine sourde, donc il faut un appareillage différent. Donc le message de fin de toute façon va être de les orienter vers un ORL qui va faire un test complet. On va discuter avec eux de 3 choses. Première chose, on va leur expliquer l'anatomie de l'oreille pour qu'ils comprennent la fragilité du système et aussi qu'il n'y a pas d'âge pour se protéger. On va présenter après au niveau informatique des illustrations sonores qui vont permettre de leur faire comprendre la perte auditive entre quelqu'un de 20 ans et quelqu'un d'environ 60 ans. Et après, on va tester leur capacité auditive sur 4 fréquences qui sont les fréquences les plus utilisées par la voix. Et si on décèle une perte modérée à sévère, on va les alerter là-dessus. On leur explique aussi l'intérêt de l'appareillage, parce que beaucoup de personnes attendent l'extrémité pour s'appareiller, ce qui fait que très généralement, quand on attend la dernière minute, l'appareillage peut être un échec. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'en court délai de temps, on arrive à faire un test qui décèle véritablement s'il y a des pertes d'audition. Et c'est vrai que c'est peut-être l'occasion pour certains qui ne sont pas suivis par un ORL de découvrir qu'ils ne perçoivent plus les sons comme ils devraient les percevoir. Nous sommes très intéressés par tout ce qui est mesure de prévention et tout ce qui est mesure, disons, de prendre des précautions, les principes de précaution. La santé en France, c'est être soigné. C'est comme ça qu'a été conçu notre système. C'est pas forcément une bonne philosophie. La prévention, c'est une autre démarche. C'est de se dire, la santé, c'est de ne pas tomber malade. Pour la conduite, c'est très important d'avoir une bonne acuité visuelle. Et pour les personnes qui arrivent à un certain âge, de se faire contrôler régulièrement la vision.
ne serait-ce que pour la tension, le glaucome, qui sont des maladies insidieuses, donc on ne se rend pas forcément compte qu'on peut perdre du champ visuel sur les côtés. Et donc c'est très important d'aller voir régulièrement les ophtalmologistes et leur rappeler l'importance de se faire suivre régulièrement. Elle m'a posé pas mal de petites questions et apparemment j'ai un problème de convergence qui n'était pas apparu chez l'ophtalmo. Mais comme de toute façon j'ai rendez-vous la semaine prochaine, je pense que je vais pouvoir lui en parler. Je leur demande de mettre les lunettes qu'ils portent habituellement. Et donc je vérifie si ces lunettes sont encore conformes ou s'il faut retourner voir l'ophtalmologiste, et aussi repérer peut-être d'autres soucis tels que le champ visuel, les problèmes de convergence, des choses comme ça. Et je leur dis en fonction des résultats ce qu'il faut faire, et je leur donne des conseils pour l'entretien des lunettes, les verres progressifs, enfin, plusieurs conseils sur les lunettes en général. C'est excellent parce que ça nous permet de comprendre qu'en vieillissant, on a certaines difficultés, qu'on peut toutefois les améliorer si on est plus attentif déjà à sa propre personne et arriver à mieux le vivre. Nos aînés ont passé un permis il y a quelques années. Ils ont des changements physiologiques, etc. Et nous avons pensé que regarder un petit peu avec eux les nouveaux panneaux, les nouveaux dispositifs, ça pouvait être intéressant. Je suis professeur d'histoire à la retraite et donc je suis venu volontiers donc, à cette séance de remise en forme pour la sécurité routière. Je pense qu'effectivement c'est devenu un problème de société avec l'évolution de l'âge, et c'est vrai que certaines personnes peuvent être dangereuses, donc je pense que c'est bien de prendre conscience, de se recycler un peu, d'observer ses réflexes, de voir comment on évolue à partir d'un certain âge. Il y a eu l'évolution du code de la route, par exemple sur les ronds-points, des choses comme ça, les limitations de vitesse, c'est vrai qu'on n'y fait pas toujours attention, mais il y en a beaucoup, donc on est obligé de passer de zone à 50, à 70, à 30 assez souvent. C'est un atelier qui permet effectivement de voir comment adapter sa conduite en fonction des réflexes précisément, sachant que ces réflexes en question peuvent être perturbés par l'alcool, par pas mal de choses. Je crois que le plus important, effectivement, c'est le passage à la pratique. Je pense que c'est très positif. On se rend compte de certaines choses, quoi. Et donc je pense que c'est riche d'enseignement, quoi, à ce niveau-là. Il y a une baisse de la vigilance, il y a des problèmes liés à la conduite de nuit et aussi à tout ce qui est nouvelles règles de la route, notamment en particulier les ronds-points. Aujourd'hui, c'est uniquement une évaluation, leur dire ce qui va dans leur conduite et ce qu'il faudrait améliorer. Et à la suite de ça, mettre en place éventuellement des formations un peu plus poussées, qu'ils ont déjà reçues en théorie et qui peuvent être mises en pratique. Mais dès aujourd'hui, on pourra leur apporter déjà quelques conseils. Ce sont des personnes qui sont très réceptives à tout ce qui est message de sécurité. Et donc en ce sens, on va pouvoir leur apporter beaucoup de choses. Ça va leur permettre de prendre conscience où est-ce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose parfois qui ne va pas, mais ils ont du mal à mettre le doigt sur vraiment leurs problématiques. Et nous, on est là pour leur montrer et leur apporter des solutions. D'abord, je me remets toujours en question. Voilà. Alors donc, je me dis que c'est excellent de faire le point, un petit peu, tout simplement. Nous étions 3 personnes, donc j'ai été la première à prendre le volant, mais je l'avais voulu, donc on était très décontractés et prudents. Il faut que je fasse très attention, bien regarder dans le rétroviseur. Je conduis tous les jours, mais je suis très contente de cette initiative de la Maïf et des mutuelles. Cette action a été très bienvenue. Ça faisait longtemps qu'ils attendaient de la part de la Maïf une action de prévention. Ils ne le revivent pas, contrairement à ce qu'on aurait pu croire à « on repasse un permis », parce que ce sont nos sociétaires eux-mêmes qui ont été demandeurs pour pouvoir s'inscrire sur ces modules. Il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est très positif, c'est une très belle initiative et bravo à ceux qui organisent tout ça.